Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Maurice Blécher, le vice-président de l'Association nationale des descendants des médailles de la Résistance française. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre troisième webconférence, troisième conférence que nous organisons au sein de l'association. Je salue les membres de l'Association nationale des descendants des médailles de la Résistance, ainsi que ceux des deux associations avec lesquelles nous nous sommes rapprochés ce soir pour organiser cette webconférence, à savoir X Résistance et l'association des Amis de la Fondation de la Résistance. Je reconnais aussi des membres de l'association des Pionniers du Vercors. Bonjour à tous et nous accueillons aujourd'hui François Romont qui va animer cette conférence et qui va nous présenter un des aspects peu connus de la résistance française, à savoir les écoutes radio. Alors, François Romont est professeur émérite de l'Université de technologie de Compiègne. Il est également docteur en histoire et il est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Les écoutes radio dans la résistance française ». C'est un ouvrage qui a reçu le prix Vianney Défense de la France en 2017. Et ce n'est pas la moindre de ses qualités, il est également membre de notre association. Sa présentation durera 40-45 minutes et sera ensuite suivie d'une séance de questions-réponses. Un petit point technique avant de commencer, donc je vous propose de couper vos micros lorsque vous ne parlez pas. Vous avez la possibilité il y a une petite icône avec une main qui est en bas de l'écran qui vous permet de signaler votre souhait de poser une question à l'issue de la présentation. Et enfin, nous allons enregistrer cette conférence qui sera ensuite postée sur la page YouTube de l'Association nationale des descendants des médailles de résistance. Voilà, donc sans plus attendre, François, je te passe la parole et merci par avance de cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui. Est-ce que vous me voyez dans la petite lucarne et est-ce que vous voyez mes diapos que je vais vous présenter en même temps que je parlerai? Tout est parfait, François. Tout fonctionne. On peut y aller. Bienvenue dans le récit de l'épopée extraordinaire des résistants des transmissions. Les écoutes radio dans la résistance 1940-1945. Les 5 officiers des transmissions de l'armée de terre, Gabriel Romont, Marianne Lesky, Paul Labat, Edmond Combaud et André Meignier, qui ont initié cette résistance, ainsi que les opérateurs radio volontaires qui les ont suivis, ont, dès l'armistice de juin 1940 et jusqu'en novembre 1942, détourné secrètement les moyens d'écoute radio dont ils avaient la responsabilité au sein de l'État français de Pétain pour les mettre au service du renseignement militaire des forces alliées à Londres. En novembre 1942, suite au débarquement allié en Afrique du Nord, à l'invasion de la zone sud et à la dissolution de l'armée de l'armistice, ils sont tous rentrés dans la clandestinité, rejoignant différents réseaux de renseignement de la résistance. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que c'est clair? Oui. Voici le capitaine Gabriel Romont, au 38e régiment de génie de sapeurs télégraphistes à Montargis en 1938. C'est là qu'il recevra, le 1er septembre 1939, son ordre de mobilisation. Voici le sous-lieutenant Marianne Lesky à sa sortie de l'école polytechnique en 1924. Ici, le commandant Paul Labat, qui est chef de la section d'études des matériels des transmissions en 1939. Le 1er septembre 1939, il sera mobilisé à son poste. Voici le lieutenant-colonel Edmond Combaud, chef de la section d'études et de fabrication des transmissions en 1950. Et, pour finir, le lieutenant André Meignier, au 18e régiment de génie des sapeurs télégraphistes à Nancy en 1930. Le décryptement des messages allemands chiffrés Enigma et l'engagement des sapeurs télégraphistes dans la guerre. Avant même l'arrivée au pouvoir d'Hitler, l'armée allemande s'est dotée d'un système de chiffrage et de déchiffrage pour sécuriser ses liaisons radioélectriques appelées Enigma. Chaque lettre tapée sur le clavier de sa machine Enigma par l'opérateur émetteur génère un courant électrique qui, suivant le câblage interne de la machine,
aboutit à faire apparaître une autre lettre sur son écran. L'opérateur récepteur tape sur le clavier de sa machine Enigma le message tel qu'il l'a reçu chiffré et voit les lettres réelles s'afficher sur son écran. Seule condition pour que le système fonctionne, les deux opérateurs doivent avoir réglé leurs deux machines Enigma strictement de la même façon. La programmation de ce câblage, comportant plusieurs milliards de combinaisons possibles, étant changée quotidiennement, les Allemands croyaient en l'absolue sécurité de leur système Enigma et en avaient doté tous les niveaux de leurs forces armées, ce qui leur permettait d'effectuer leur transmission militaire très efficacement et très rapidement. À partir d'octobre 1932 et jusqu'à l'entrée en guerre, le capitaine Gustave Bertrand, responsable du chiffre du service de renseignement français, reçoit, contre argent, d'un entre guillemets honorable correspondant allemand, Hans Thilo Schmidt, employé de l'agence militaire de cryptographie allemande, nom de code HE, plus de 300 documents couvrant toutes les branches du ministère de la Défense du Reich. Parmi ces documents, ceux concernant l'utilisation de la machine à chiffrer Enigma, la notice de chiffrement de la machine et les tableaux mensuels des clés de chaque jour. Mais les décrypteurs français ne parviennent pas à reconstituer le fonctionnement de la machine Enigma à partir des documents fournis par HE. Gustave Bertrand décide alors de communiquer ces documents à son homologue polonais, Guido Langer, dont le service, en faisant appel à 3 jeunes et brillants mathématiciens, avait commencé à pénétrer le chiffrage d'Enigma. Dans le même temps, il informe les services britanniques de l'existence de ces renseignements achetés à HE. Grâce aux documents que leur a fournis Gustave Bertrand, les Polonais réussirent à lire de 1932 à 1938 la quasi-totalité des communications radioélectriques allemandes qu'ils avaient pu intercepter. Fin 1938, devant la menace allemande sur leur pays, les Polonais décident de partager leurs moyens de décryptement d'Enigma avec les Français et les Britanniques. Le 24 juillet 1939, Guido Langer annonce qu'il fournira un exemplaire de la machine allemande Enigma que ses services ont réussi à reconstituer aux Français et un autre aux Britanniques. Le 19 août 1939, Gustave Bertrand réceptionne un exemplaire de la machine reconstituée et traverse le Channel, accompagné du major Dunderdale du MI6, le service militaire de l'intelligence service, pour délivrer personnellement leur exemplaire aux Britanniques. 2 semaines plus tard, le 1er septembre, Hitler envahit la Pologne. Submergée par l'invasion conjointe de l'Allemagne et de la Russie soviétique, la Pologne est écrasée en une vingtaine de jours. Mais l'équipe du bureau du chiffre de Langer réussit à se réfugier en Roumanie après avoir effacé toute trace de décryptement d'Enigma à Varsovie. Le 3 septembre 1939, quelques heures après le Royaume-Uni, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Les capitaines Romont et Combeau sont mobilisés au Grand Quartier Général, puis détachés à l'état-major du général Georges, commandant en chef sur le front nord-est. Le capitaine Leski, d'abord mobilisé lui aussi au Grand Quartier Général, est ensuite nommé à l'état-major des services radioélectriques du territoire, les SRT. Le commandant là-bas reste à la tête de la section d'études des matériels des transmissions. Le capitaine Meignier est nommé commandant des transmissions de la 19e division d'infanterie. Dans le courant d'octobre 1939, tous les Polonais de l'équipe de Langer ont pu être évacués en France depuis la Roumanie. Ils sont intégrés sous l'appellation Équipe Z au service du chiffre du capitaine Bertrand, maintenant installé au Grand Quartier Général, nom de code PC Bruno. Gustave Bertrand intègre également au PC Bruno 7 cryptanalystes républicains espagnols qui y forment l'équipe D. Réfugiés en France depuis la prise de pouvoir de Franco, ils avaient été confrontés au déchiffrement des messages interceptés de la Légion Condor, envoyée par Hitler pour soutenir Franco, qui était en effet déjà équipé de la machine à chiffrer Enigma. Jusqu'à la signature de l'armistice,
le PC Bruno aurait décrypté plus de 8800 messages allemands interceptés, cryptés Enigma. Pendant ce temps, le service du chiffre de l'intelligence service britannique s'installe à Bletchley Park, à 80 km au nord-ouest de Londres. La réplique de la machine allemande Enigma donnée par les Polonais aux Britanniques, surnommée la bombe, y est installée. Voici une photo qui est bien connue, Heinz Guderian dans un command car, et on voit très bien en bas de la photo les opérateurs manipulant la machine Enigma. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui. C'est bon? Oui. La déroute des armées françaises et la création du groupement des contrôles radioélectriques, le GCR. Le 10 mai 1940, la Wehrmacht met fin à la drôle de guerre en envahissant les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique. Les Français et les Britanniques sont très vite débordés par l'offensive allemande à travers les Ardennes, que l'état-major général français jugeait pourtant impénétrable. Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain annonce qu'il demande à Hitler d'accorder un armistice à la France. Le 18 juin, le général de Gaulle lance son appel aux Français sur la BBC. Le 22 juin, la France signe l'armistice avec l'Allemagne et le 24 avec l'Italie. Le 28 juin, le capitaine Romont est nommé chef du groupement des unités d'écoute et de radiogoniométrie de l'état-major de l'armée d'armistice. Mais la convention d'armistice impose aux Français la suppression de toute activité liée au renseignement militaire. Gabriel Romont propose alors de regrouper tous les moyens d'écoute radioélectrique de l'armée de terre, ceux du groupement qu'il dirige, plus ceux des SRT, et de les rattacher au PTT. Son projet est retenu par le général Weygand, ministre de la Défense nationale du gouvernement de Pétain, qui réussit à le faire accepter par la commission d'armistice sous réserve que ces moyens servent tous les départements ministériels du gouvernement de Vichy et pas seulement celui de la Défense nationale. C'est la création du GCR le 10 août 1940. Avec un effectif total de 400 agents, le GCR comprend un centre principal installé au château des Cours, à Hauterive, près de Vichy, et 4 centres secondaires, à Franchelin, dans l'Ain, Bouillargues, près de Nîmes, Bordères-sur-l'Échet, près de Tarbes, et Argenton-sur-Creuse, dans l'Indre, tous donc dans la zone dite libre. 2 annexes sont installées à Alger et à Tunis. Le commandant Labatte est le directeur général du GCR et le capitaine Romont en est le directeur technique et le directeur de son principal centre à Hauterive. Gabriel Romont s'installe avec sa famille à Saint-Yor, commune limitrophe d'Hauterive. Les SRT, maintenant privés de leur service d'écoute, deviennent le service radioélectrique de sécurité du territoire, SRST, installé à la ferme de la Rapine à Saint-Jean-d'Eurs dans le Puy-de-Dôme. Il est commandé par Marienne Lesky. La section d'études des matériels de transmission est, elle, entièrement camouflée au sein des PTT. Edmond Combeau est affecté au 3e bureau de l'état-major de l'armée de l'armistice, tandis qu'André Meignier est nommé responsable des transmissions à la direction des services de l'armistice. L'organisation de la résistance au sein du GCR et des services techniques des transmissions. Le 7 décembre 1940 est créé au sein des PTT le cadre spécial temporaire des transmissions de l'État, le CSTTE. Un accord secret est signé entre la direction des PTT et l'état-major de l'armée de l'armistice pour que les officiers des transmissions affectés au CSTTE, dont Paul Labatte, Marienne Lesky et Gabriel Romont, bien que démobilisés, puissent continuer leur carrière militaire et soient toujours à la disposition de l'armée de l'armistice, officiellement limitée par l'occupant à 100 000 hommes. Paul Labatte et Gabriel Romont, tout en satisfaisant aux missions officielles qui leur sont assignées par le gouvernement de Vichy, utilisent très vite le matériel et les compétences des opérateurs radio volontaires du GCR pour mener secrètement des actions de renseignement pour les états-majors alliés.
suivi des émissions radio clandestines à destination des Alliés pour prévenir les résistants d'un éventuel repérage par la radiogoniométrie de la police allemande, collecte d'informations sur les forces d'occupation, identification et localisation des réseaux de la transmission de la Wehrmacht et de la Gestapo, interception des messages allemands cryptés Enigma, constitution de dépôts clandestins de matériel de transmission militaire. Alors, voici le château des Cours, centre principal du GCR à Hauterive en 1941. Ici, vous voyez Roger Richard aux écoutes de presse du GCR de Hauterive en 1942. Si vous distinguez bien sur vos écrans d'ordinateur, vous voyez des fils qui pendent du plafond de cette salle des opérateurs. Ce sont les antennes qui permettent à ces appareils de réceptionner les messages radio. Ici, toujours au GCR de Hauterive, c'est Marius Kotavos. Vous voyez le genre d'appareil qu'ils ont à leur disposition. Ici, c'est Roger Ordan à la goniométrie au centre secondaire du GCR de Bouillargues, dans le Gard, en 1943. Et ici, c'est René Métra, le chef du centre de Bouillargues, dans le Gard. Le GCR et les casseurs du chiffre d'Enigma. Après avoir replié en bon ordre le PC Bruno à Clermont-Ferrand, juste avant la signature de l'armistice, le commandant Bertrand reçoit l'appui et les financements nécessaires du général Weygand pour établir une antenne clandestine du service de renseignement français au château des Fouzes, près d'Uzès dans le Gard, nom de code PC Cadix. C'est à cause de la situation géographique des opérateurs radio résistants du GCR qui interceptent, à la demande de Gustave Bertrand, les messages de l'occupant allemand crypté Enigma, qu'en toute connaissance des risques encourus, le colonel Menzies, chef du MI6, donne son accord pour que le PC Cadix continue à fonctionner dans la France occupée. Il nomme à la tête de la section A4, chargée des relations avec la résistance française, le major Dunderdale. C'était l'officier qui avait accompagné Gustave Bertrand pour apporter à Londres la réplique polonaise de la machine Enigma juste avant le déclenchement de la guerre. Une liaison radio est établie entre le MI6 et le PC Cadix. Le lieutenant-colonel Labat et le commandant Romont participent tous deux à la création du réseau super noyautage de l'administration publique des PTT en octobre 1942. Marianne Lesky détourne les moyens du SRST au profit de la résistance et de ses communications avec Londres. Il réussit à camoufler une quantité considérable de matériel des transmissions. André Meignier utilise sa position à la direction des services de l'armistice pour couvrir toutes les actions secrètes de ses camarades transmetteurs du GCR, du SRST et de l'ex-section d'études des matériels des transmissions. La source K. À peine l'armistice de juin 1940 signé, l'occupant allemand prend possession du réseau français de lignes souterraines à grande distance pour ses propres liaisons téléphoniques. Chaque technicien spécialisé français, lorsqu'il put reprendre pied dans son service après l'armistice, se trouvait non seulement contrôlé, mais littéralement marqué par un technicien allemand qui suivait tous ses gestes. En septembre 1941, le capitaine Combeau conçoit, avec l'ingénieur en chef des PTT René Sueur, une opération de résistance hors du commun, l'interception des communications du haut commandement allemand transitant par les lignes souterraines à grande distance. L'ingénieur des PTT Robert Keller, en charge du service des relevés d'incidents sur les répétiteurs des lignes souterraines à grande distance, mais aussi un résistant de la première heure, appartenant au réseau Vengeance, accepte immédiatement cette mission d'interception. L'opération portera désormais comme nom de code source K, K comme Keller. En mars 1942, Edmond Combeau fait louer un pavillon à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis, en bordure de la route nationale dont le câble Paris-Metz
suit le trajet. Le 16 avril 1942, après avoir fait créer un défaut artificiel sur le câble, Robert Keller, assisté de Georges Lobreau, Laurent Matron et Pierre Guilloux, attaque les fouilles sur la route nationale, conduite comme s'il s'agissait de travaux ordinaires de l'administration des PTT. 3 opérateurs supplémentaires germanophones sont recrutés: Édouard Young, Robert Rocard et Prosper Riss. Le 18 avril, dès la nuit tombée, l'opération commence. Vers 4 heures du matin, l'épissure est faite. Les résultats sont extraordinaires. 70 circuits de la Luftwaffe, de la Kriegsmarine et de tous les services allemands installés sur le sol français sont à la disposition des opérateurs résistants. L'écoute sur le câble Paris-Metz va durer 5 mois. Le 15 septembre 1942, les opérateurs apprennent que des bruits circulent sur leur compte à Noisy-le-Grand. Edmond Combaud prend alors la décision de replier. Le lendemain, la place est complètement évacuée. Début décembre 1942, profitant d'une demande des Allemands d'un travail important de reprise sur le câble Paris-Strasbourg, Combaud fait louer une villa à Livry-Gargan, également en Seine-Saint-Denis, à proximité du passage du câble souterrain, et un tunnel est creusé pour y accéder secrètement. Materon et Guilloux, aidés de Keller et Lobreau, interviennent sur les têtes de câble, tandis que Levasseur et Abschied, qui ont rejoint l'équipe, font les piquages sur les câbles eux-mêmes. Le 16 décembre 1942, la dérivation est faite. Cette fois, ce sont 320 circuits qui sont dérivés. L'exploitation commence aussitôt. Mais le 24 décembre 1942, sur dénonciation, les Allemands arrêtent Lobreau, Levasseur et Riss, puis le lendemain 25 décembre, Keller, Guilloux et Matron. En janvier 1943, Gérard Grimpel de la compagnie d'assurance La Nationale, qui avait fourni les fausses cartes d'accréditation aux opérateurs, est lui aussi arrêté. Keller est déporté à Oranienburg, Sachsenhausen, puis à Bergen-Belsen, où il décédera du typhus le 14 avril 1945, la veille du jour de la libération du camp par les troupes britanniques. Guilloux, Matron et Grimpel sont déportés à Dora. Ils y décéderont tous les 3. Sur les 7 résistants de la source K arrêtés, tous déportés, seuls Lobreau, Levasseur et Riss rentreront en France en 1945. Aucun d'eux n'a parlé, sous les coups des interrogateurs. En particulier, René Sueur et Edmond Combaud ne seront pas inquiétés. Alors voici un timbre-poste de la première série des Héros de la Résistance, édité en mai 1957, à la mémoire de Robert Keller. Robert Keller est donc dans la première série, en compagnie de Jean Moulin, de Pierre Brossolette ou d'Honoré d'Étienne d'Orve. L'opération Torche est le basculement de tous les transmetteurs résistants dans la clandestinité. Après le débarquement allié en Afrique française du Nord, l'opération Torche, le 12 novembre 1942, c'est l'invasion de la zone sud par la Wehrmacht, rapidement suivie de la dissolution de l'armée de l'armistice. Le matériel du SRST est saisi par l'occupant. Le GCR est maintenu mais réduit aux seules écoutes radioélectriques civiles. Début novembre 1942, Gustave Bertrand, prévenu à temps par l'intelligence service britannique de l'arrivée imminente des Allemands, réussit à replier le PC Cadix en entier à Alger avant que la Wehrmacht n'investisse les lieux, effaçant ainsi toute trace de décryptage d'Enigma en France occupée. Les Allemands vont continuer à croire que leur système de chiffrement Enigma est inviolé. En avril 1943, le lieutenant-colonel Labat et le commandant Romont sont mutés à la direction des télécommunications des PTT à Paris. Déjà engagés tous deux dans super noyautage de l'administration publique, ils vont alors s'impliquer encore plus dans la résistance. Paul Labat rejoint le réseau Gallia de la France libre, tandis que Gabriel Romont prend le commandement des transmissions de l'armée secrète. Le commandant Leski entraîne à sa suite l'ensemble du SRST dans l'organisation de résistance de l'armée, l'ORA. Le commandant Combaud s'échappe par l'Espagne en avril 1943 et rejoint la France libre à Londres.
Il s'engage dans le Bureau central de renseignement et d'action, le BCRA, où il est nommé chef du bloc planning chargé d'établir les plans de sabotage par la résistance intérieure pour aider au débarquement allié en Normandie. Le commandant Meignier reste à son poste de la direction des services de l'armistice. La création du service des transmissions nationales, le STN clandestin. En mai 1943, Gabriel Romont monte 5 centrales clandestines d'écoute radio, 2 à Paris, 2 autres dans la banlieue parisienne et une 5e au Vigan dans le Gard, en recrutant des opérateurs radio volontaires au sein du GCR. En septembre 1943, il regroupe ces centrales clandestines dans un ensemble structuré qui prend le nom de Service des transmissions nationales, le STN. Il s'agit de communiquer aux Alliés le maximum de renseignements sur l'armée d'occupation. Le STN fournit également un bulletin quotidien d'information sur les forces d'occupation au Conseil national de la résistance. En octobre 1943, Gabriel Romont intègre la totalité du STN au réseau Alliance, au sein duquel il sera appelé le groupe Romont. La répression nazie s'abat sur les transmetteurs résistants. À l'été 1943, la répression nazie s'abat sur le SRT, le GCR et le STN. La Gestapo est à l'œuvre, puissamment aidée maintenant par la milice. De juillet à décembre 1943, 15 membres du SRST sont arrêtés, dont le commandant Leski, suivi par 10 opérateurs radio du GCR et 1 du STN. Le 12 décembre 1943, la Gestapo vient frapper à la porte du domicile du commandant Romont, route de Thiers à Saint-Thior. Mon père est effectivement là, venu de Paris passer le dimanche en famille. Mes frères ont alors 11 et 10 ans. Moi, je suis dans mon berceau, je n'ai que 3 mois. Les gestapistes emmènent Gabriel Romont. Nous ne le reverrons plus jamais. Le lendemain, 13 décembre, et le surlendemain, 14 décembre, 5 cadres du GCR sont arrêtés dans les locaux même de Haute-Rive. Ils sont déportés en passant par le Frontstalag 122, le camp de Royalieu à Compiègne. Ils reviendront tous les 5 de déportation. Le GCR est complètement décapité. Ces arrestations sont la suite des dénonciations d'un ancien opérateur radio du GCR de Haute-Rive, passé à la milice de Vichy. Le dénonciateur sera arrêté après la guerre, jugé et condamné à 20 ans de travaux forcés et à l'indignité nationale. Le lieutenant Zecht et le sergent Robert, également sur la liste des cadres du GCR à arrêter, réussissent alors à s'échapper. Mais Zecht est pris quelques mois plus tard. Détenu au fort de Montluc à Lyon, il est fusillé à Villeneuve, dans l'Ain, le 13 juin 1944, avec 18 autres membres du maquis Didier. Quant au sergent Robert, il est tué, les armes à la main, lors de l'attaque du maquis des Cévennes. Le 15 février 1944, après interrogatoire, le service de sécurité allemand de la rue des Saussaies et le service de renseignement de la Wehrmacht du 82 avenue Foch, convaincus que Gabriel Romont appartient au réseau Alliance, le font déporter en Allemagne pour qu'il soit jugé par le Reichskriegsgerichtsrat, le tribunal de guerre du Troisième Reich. Voici le commandant Gabriel Romont, incarcéré à Freiburg im Breisgau en juin 1944, en attente de son jugement par le tribunal de guerre du Reich. Vous pouvez bien sûr voir la différence avec la photo de 1938. La traque continue avec, de février à avril 1944, les arrestations de 9 opérateurs radio du GCR et 1 du STN. Paul Labatte, bien que déjà engagé dans les réseaux de résistance Supernap, PTT et Gallia, prend immédiatement la suite de Gabriel Romont dans le réseau Alliance. Mais il est lui-même arrêté le 28 mars 1944 par la police française qui le livre aux Allemands. Le 4 avril, c'est au tour du lieutenant Claude Berman du GCR de Haute-Rive d'être arrêté.
Marianne Lesky et 4 de ses adjoints du SRST sont déportés sans jugement au camp de Dora, en passant par le camp de Royal-Lieu. André Meignier est arrêté le 20 mai 1944. Même après le débarquement allié en Normandie, 2 opérateurs du STN et un stagiaire du GCR de Haute-Rive sont encore arrêtés en juillet 1944. Gabriel Romont est condamné à mort par le tribunal de guerre du Troisième Reich le 15 juin 1944, ainsi que 5 de ses opérateurs radio du GCR et du STN. Tous les 6 sont fusillés à Heilbronn, Allemagne, le 21 août 1944, avec 18 autres membres du réseau Alliance. Paul Labatte est déporté au camp de Schirmeck. Il fait partie, avec 6 opérateurs radio du GCR et du STN et un opérateur radio du SRST, des 107 membres du réseau Alliance massacrés par les SS dans la nuit du 1er au 2 septembre 1944 au Strudhof. Une balle dans la nuque, puis les corps jetés dans le four crématoire du camp. Voici le lieutenant-colonel Paul Labatte, incarcéré au Schirmeck en août 1944. Là aussi, on peut voir la différence avec sa photo de 1939. La contribution des résistants des transmissions à la victoire finale et au redressement de la France. Le débarquement allié en Normandie a enfin lieu le 6 juin 1944. Le 8 mai 1945 est signée la capitulation sans condition de l'Allemagne à Berlin, mais il faudra attendre le 2 septembre 1945 pour obtenir celle du Japon et mettre ainsi fin à la Seconde Guerre mondiale. L'évaluation de la portée réelle dans la conduite de la guerre par les Alliés, des renseignements obtenus grâce aux interceptions de la source K, aux écoutes radio des résistants du GCR et du STN et au PC Cadix, reste à faire, car nous n'avons pu consulter aucun dossier de ces renseignements eux-mêmes. Ils sont toujours classés secret défense par le gouvernement du Royaume-Uni. Gabriel Romont s'est vu attribuer à titre posthume la Montgomery Card, avec cette citation. Gabriel Romont, who, as a volunteer of United Nations, laid down his life that Europe might be free. Gabriel Romont, qui, comme volontaire des Nations Unies, a donné sa vie pour que l'Europe soit libre. La citation est datée de mai 1946 et porte le numéro F3517, F comme French. Malgré toute la bonne volonté des archivistes que j'ai sollicités à The National Archives à Kew Garden, impossible de consulter le dossier qui a permis au Field Marshal Montgomery d'apposer sa signature sur ce document. Ils m'ont fait comprendre très poliment que ce n'était peut-être pas la peine que je poursuive mes investigations. Le GCR va être l'organisme relevant des transmissions qui va se reconstituer le plus rapidement et atteindre un développement que nul n'avait pu prévoir. Fin 1945, le GCR dispose déjà de 4000 agents, soit 10 fois plus que dans la première période de son existence sous l'occupation. Il est devenu un atout majeur de la France dans la guerre électronique, les entre guillemets grandes oreilles de la DGSE, dit aussi Frenchlon. Voici l'écusson du GCR en 1946. Je crois que le logo est assez parlant. À la Libération, l'ex-section d'études des matériels de transmission, qui avait été hébergée au sein des PTT pendant l'occupation, devient la section d'études et de fabrication des transmissions. Le lieutenant-colonel Combeau en est nommé le chef en février 1946. Le lourd tribut payé par les transmetteurs à la résistance et les hommages qui leur ont été rendus. Sur les 43 agents du SRST, du GCR, du STN et de l'ex-section d'études des matériels de transmission arrêtés et déportés, seul Claude Berman a réussi à s'échapper du train qui l'emmène de Compiègne vers la déportation. Il a participé ainsi à la libération de Reims avec l'armée de Patton. Seulement 10 membres du GCR et du STN ainsi que 9 membres du SRST sont rentrés de déportation.
Sur les 5 officiers transmetteurs qui ont initié et conduit cette résistance, 3 sont morts pour la France, Gabriel Romont, Paul Labat et André Meignier. Toutes les actions menées par les transmetteurs des services techniques des transmissions ont été homologuées à la Libération en tant qu'action des forces françaises combattantes ayant débuté dès le lendemain de l'armistice de juin 1940. Du fait de cette résistance, le 8e régiment des transmissions, porteur des traditions de l'arme, est le seul régiment de toute l'armée française dont le drapeau porte dans ses plis l'inscription « Résistance 1940-1944 ». Voici le drapeau du 8e régiment de transmission en 1947. Peut-être pouvez-vous bien distinguer la dernière citation qui est bien « Résistance 1940-1944 ». Ici, c'est l'inauguration du centre des transmissions de Mayence en Allemagne, baptisé lieutenant-colonel Romont en 1948. À gauche, c'est le général Brigout, commandant des transmissions des forces françaises en Allemagne. Et à droite, on reconnaît bien la silhouette du général Koenig, qui est alors commandant en chef des forces françaises en Allemagne et qui inaugure le centre des transmissions, lieutenant-colonel Gabriel Romont. Ici, en 1960, c'est l'inauguration d'une stèle à la ferme de la Rapine en l'honneur des résistants du service radioélectrique de sécurité du territoire, le SRST. Et ici, la pose d'une plaque en 2005 à la mémoire des 107 martyrs du réseau Alliance au Strudhof. Ici, c'est l'inauguration du centre des transmissions de Rennes, baptisé lieutenant-colonel Romont. C'est l'un des centres les plus importants des transmissions d'aujourd'hui, en mai 2014. Pour conclure, je voudrais m'interroger avec vous sur la nature de l'action de résistance des transmetteurs des services techniques. Gabriel Romont, Marianne Lesky, Paul Labatte, Edmond Combaud et André Meignier, qui ont mené cette résistance, sont tous polytechniciens et tous diplômés de la même section radioélectricité de l'École supérieure d'électricité. Ils se connaissaient tous et avaient eu l'occasion de servir ensemble avant la guerre, dans les mêmes services techniques des transmissions ou les mêmes bureaux d'état-major ou les mêmes unités de sapeurs-télégraphistes. Ils se sont engagés en même temps, bien que tous à titre purement individuel, simultanément et successivement, dans des organisations différentes. D'abord secrètement au sein de l'armée de l'armistice, mais en même temps au sein des PTT, puis clandestinement dans des réseaux et mouvements divers, le noyautage de l'administration publique, l'armée secrète, l'organisation de résistance de l'armée, le réseau Gallia, le réseau Alliance. Ils sont bien ce que Laurent Douzou a très justement appelé des résistants pluriappartenants. Ils ont mené leur action avec ce qu'ils savaient faire, utilisant les moyens dont ils avaient réussi à conserver la disposition. Ils n'ont pas revendiqué d'adhésion à une idéologie particulière, sociale ou anti-nazie. Leur motivation est purement et simplement le patriotisme. La résistance des transmetteurs n'est que très peu évoquée par les historiens et seulement comme incidente de 2 actions qui sont, elles, bien documentées, le décryptement des messages chiffrés Enigma et la source K. Pourtant, nous aurons toujours besoin de mieux comprendre comment nos aînés ont trouvé le courage et la capacité de sortir la France de l'effroyable situation dans laquelle la débâcle de juin 40 et l'instauration de l'État français qui s'en est suivi l'avaient placé. Merci de votre attention. Merci beaucoup François pour cette présentation particulièrement riche en informations et particulièrement claire. Écoutez, je vous propose de vous passer la parole à ceux qui ont des questions, donc n'hésitez pas. François est là pour vous apporter toutes les réponses requises. Est-ce que vous me voyez toujours là? Oui. Alors, quelqu'un a-t-il une question?
C'est toujours difficile d'être le premier, de se lancer, n'hésitez pas. Bah, sinon, je vais amorcer le courant. Donc, j'ai une première question, François. Tu nous as présenté de façon très détaillée toutes les opérations d'interception de communication, de messages goniaux, euh, à la fois à l'époque de l'armée d'armistice et ensuite dans la clandestinité. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'exploitation de ces renseignements? À qui ces renseignements étaient-ils transmis et quelle exploitation en a été faite? Alors, ils étaient transmis essentiellement au service de l'intelligence britannique, au service de renseignement britannique, pas à la France libre, pas à la France libre. J'ai des témoignages. Je vous ai donné l'exemple de ce qu'on appelle la Montgomery Card, qui a été signée par le maréchal Montgomery en mémoire de mon père, qui prouvait bien que les Anglais reconnaissaient ce travail de résistance. Et j'ai d'autres témoignages, en particulier celui de Gustave Bertrand, qui a été écouté par le roi George VI lui-même. Et dans sa citation, le roi George VI lui-même indique bien que Gustave Bertrand et le PC Cadix avaient transmis pendant toute l'occupation, enfin jusqu'en novembre 1942, des informations de la première importance. J'ai trouvé quand même à Kew Garden, à The National Archives, des dossiers, mais qui ne contiennent pas, comme je l'ai dit, les renseignements eux-mêmes. Mais c'était des échanges de télégrammes radio entre Dunderdale et le chef de la section française du MI6 et Gustave Bertrand. Et Dunderdale félicite Gustave Bertrand pour les renseignements fournis, le remercie et l'appelle affectueusement Bertie. Ils sont très copains et il atteste vraiment d'avoir reçu l'enseignement. Mais comme je l'ai dit, c'est frustrant parce que c'est impossible. Vous savez que c'est pareil, beaucoup d'entre vous ont peut-être vu ce film très, très intéressant, très bien, Imitation Game. À la fin de Bletchley Park, on a interdit à tous les membres de Bletchley Park de dire ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils avaient fait. Hein. Et comme vous le savez, Alan Turing n'a pas été vraiment pas très très bien fini. Donc voilà, c'est très très frustrant. Les seules choses qu'on a, c'est des témoignages des survivants qui tous affirment que, par exemple, la source K, il y avait un nombre incalculable de câbles qui ont été écoutés pendant des mois. Alors, c'était transmis comment? Alors, soit par la liaison radio du PC Cadix avec le MI6 britannique. On me parle aussi on témoigne aussi d'une liaison radio qui s'appelle Olga, entre le service de renseignement français camouflé, hein, clandestin, et toujours l'intelligence service britannique. Voilà. On parle aussi des ambassades anglais au Portugal, en Espagne, qui auraient peut-être, par les valises diplomatiques, également transmis. Voilà. Merci François pour ces précisions. Alors j'avais un petit complément à ma question qui était la même question mais sur la période armée d'armistice. Quelle exploitation a été faite de ces renseignements par l'armée d'armistice, donc pour la première époque que tu as décrite. Et puis j'ai aussi, donc nous avons, je pense que tout le monde peut le lire, il y a un chat, hein, une question de Monsieur Serge Delvas. Une remarque tout d'abord. Donc, merci, je lis, hein, merci pour ce brillant exposé. Une remarque et une question. La remarque, vous ressemblez énormément à votre père. Et la question, mais ça rejoint ce que tu viens de nous dire à l'instant, pourquoi pensez-vous que la question des renseignements fournis est toujours classifiée? Ben oui, alors que je ressemble à mon père, vous n'êtes pas le premier, monsieur Delvas, à me le dire, effectivement. Bon, je ne l'ai jamais connu, mais j'ai eu des photos de lui. Voilà, oui, c'est ce qu'on me dit. Alors, quand on a fait l'armée d'armistice et même, disons-le, le gouvernement de Pétain, j'en sais rien. J'en sais rien. J'ai eu des... À mon avis, ça ne servait à rien. J'ai eu dans les archives familiales, j'ai retrouvé des documents que ma mère avait conservés de mon père.
extraordinaire. Il fait un rapport sous couvert, donc toujours du gouvernement de Vichy, avant novembre 42, pour expliquer en 13 pages pourquoi, vraiment par malchance, alors qu'ils avaient repéré un émetteur radio clandestin de la résistance, et que c'était leur travail de les repérer. Alors, ce n'était pas leur travail de les arrêter. Ils devaient les repérer et les signaler. Et alors, c'est vraiment pas de chance parce que alors la voiture est tombée en panne d'essence, alors il n'a pas pu y arriver. Alors après, quand il est arrivé, il s'était trompé de route. Alors, il a été chercher une autre voiture qui est tombée en panne également. Et puis, la police a mal fait son boulot. Enfin bref, impossible de... Alors en fait, c'était lui qui l'avait prévenu du fait qu'il avait été repéré. Voilà. Mais le gouvernement de Vichy lui-même, qu'est-ce qu'il en faisait? Pour moi, ça se voit par un personnage qui est Végan. Végan personnifie cette ambiguïté parfaite. Hein. Il est resté fidèle à Pétain jusqu'au bout. Quand il a été nommé en Afrique du Nord, vous connaissez sa formule qui est malheureusement significative, défendre l'Afrique contre quiconque. Voilà. Il a fini par être arrêté par les Allemands. Il a été jugé après la guerre, mais blanchi. C'est quand même lui qui a financé entièrement le PC Cadix. Or, il savait parfaitement bien. Enfin, d'abord, il a créé le GCR à la demande de mon père, et voilà. Et il a réussi. Et puis, c'est quand même lui qui a financé le PC Cadix, alors qu'il savait parfaitement que c'était un clandestin et que ça servait à décrypter Enigma et à l'envoyer aux Anglais. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est toute l'ambiguïté de... Alors, moi, la première période jusqu'à novembre 42, j'appelle ça une résistance latente. Il y en a quand même un sur les 5 officiers dont j'ai fait le portrait, parce que c'est vraiment tous les 5 qui ont fait cette résistance. Il y a Leschy qui jusqu'au bout a cru au soutien du gouvernement de Pétain, pour répondre à ta question, Hugues. Parce que quand la Wehrmacht envahit la zone sud et lui pique tout son matériel, il n'est pas content, évidemment. Et il se plaint à qui? Il se plaint au gouvernement de Pétain. Il écrit au ministre de la Guerre, Bridoux, et il lui dit, mais écoutez, faites quelque chose, ils m'ont pris tout mon matériel, c'est pas normal. Voilà. Et puis après, il est déporté et il écrit qu'il a compris qu'il avait été lâché par le gouvernement de Pétain. Bon, je crois que c'est à peu près ça. C'est comme ceux qui ont fondé l'organisation de résistance de l'armée. Hein. Ils sont quand même restés à la tête de l'armée d'armistice pendant pas mal de temps. Et après, ils ont versé dans la clandestinité au point tel que leurs chefs, la plupart, ont été tués, ont été déportés, sont morts. Hein. Vous connaissez le cas du général Frère. Le général Frère a présidé le jury qui a condamné à mort de Gaulle. Il a fondé l'organisation de résistance de l'armée et il est mort en déportation. Voilà toute l'ambiguïté de cette époque. Voilà. Merci François. Plusieurs participants ont levé la main. Donc, tout d'abord, Xavier Liffrand. Ouvre ton micro, Xavier. Oui, bonjour et merci pour cet exposé. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, moi. Oui, merci pour cet exposé. Vous m'entendez, monsieur Liffrand? Très bien, très bien. Oui. Merci pour cet exposé très intéressant. Si j'ai bien compris, vous avez dit en réponse à la précédente question que les renseignements n'étaient pas fournis à la France libre. Oui. Donc c'était l'expression d'un rejet de la France libre, d'une méfiance d'une méfiance envers la France libre qui a été plutôt vue comme une organisation politique que militaire. Alors, ça doit être ça, mais franchement, c'est très difficile vous n'êtes pas le premier à me poser cette question, bien sûr, et je me la suis posée moi-même. Je crois qu'il y a quand même aussi un concours de circonstances. Alors, je vais vous citer une anecdote rapidement. Hein. J'ai organisé une commémoration devant la maison où mon père a été arrêté par la ville de Saint-Yor. On a posé une plaque, c'était très beau, magnifique. Et il y a donc eu des discours. Et des discours officiels, j'étais là avec l'un de mes 2 frères.
Et puis, il y a le président de l'Association nationale des anciens combattants et des résistants, donc de l'Allié, c'était son rôle, qui fait son discours. Je l'avais documenté avant parce qu'il ne savait pas qui était le commandant Romont. Je l'avais fourni des informations. Il commence son discours en disant « Le commandant Romont qui a entendu l'appel du général de Gaulle du 18 juin. » Complètement faux. Mon père n'a jamais entendu l'appel du général de Gaulle. J'ai commencé ma recherche en récupérant les archives que ma mère a laissées à ses 3 fils avant de décéder, parce qu'elle ne parlait jamais de notre père, mais il y avait une documentation absolument gigantesque. Eh bien, dans toute cette documentation, il y avait en particulier la correspondance entre mon père et ma mère. Alors, mon père, il écrivait quasiment tous les jours à ma mère quand il n'était pas là, quand il était en mission. Ma mère a tout conservé. Eh bien, je sais pas, en 300 pages peut-être de lettres comme ça, le mot Pétain n'est jamais écrit. Ce n'est pas le problème de mon père. Jamais. Hitler non plus d'ailleurs, ce n'est pas non plus son problème. Il avait par ses fonctions officielles, un permis de traverser la ligne de démarcation et il se rendait sous l'occupation à Paris. Donc, dans la zone nord, il a vu les Juifs avec l'étoile jaune. Pas un mot. C'est absolument pas sa question. Voilà. Alors, pourquoi les Anglais et pas les Français? Alors, déjà, le SR camouflé, non, oui, c'est ce que vous dites, monsieur Liffrand, c'était pas leur tasse de thé de Gaulle, c'était, voilà, je rappelle que le général Frère a présidé le jury qui a condamné de Gaulle à mort. Hein. Alors ensuite, Bertrand, lui, ben, il s'est rallié à Giraud, en fait. Et quand ils ont voulu agir plus concrètement, de façon armée, après novembre 42, la plupart, c'était plutôt Giraud. C'était effectivement l'organisation de résistance de l'armée. Mais mon père, lui, a été dans l'armée secrète, qui était quand même plus de Gaulle. Et puis Paul Labatte a quand même rejoint le réseau Gallia, qui est un réseau de la France libre. Et alors, ce que je sais, c'est que bien qu'ils se connaissaient tous, qu'ils ont agi ensemble dans la première période, ils se sont répartis dans les réseaux différents, ils se sont concertés plus ou moins. J'ai des témoignages où ils se partagent les tâches. Il y a Marianne Lesky qui dit « Moi, je vais aller à l'Ora, mais Romont, lui, il va aller dans l'armée secrète. » Bon, mais c'est tout. C'est un témoignage que j'ai. Et même Marianne Lesky, qui a écrit un superbe à la mémoire de mon père en 1946, magnifique, très bien documenté, il dit « Gabriel Romont a rejoint Alliance. Alliance est un réseau d'officiers de l'aviation. » Non, ce n'est pas un réseau d'officiers de l'aviation. Il ne connaissait même pas. Et il ne sait pas pourquoi mon père a rejoint Alliance, et moi non plus. Je ne sais toujours pas pourquoi. Et je vous rappelle, pour répondre à votre question, que Alliance, Loustono Laco, il n'a pas voulu travailler avec De Gaulle, que Marie-Madeleine Fourcade n'est pas compagnon de la Libération, alors qu'elle le mériterait sûrement, parce qu'elle a toujours travaillé avec les Anglais et jamais avec De Gaulle. J'ai cité Dunderdale. Dunderdale, c'est la section A4 du MI6. Et alors, le rôle de cette section A4 était de travailler avec les résistants de la résistance intérieure française, hein, en dehors du BCRA. Il n'était pas question qu'ils transmettent ce que Bruno, le PC Calix plutôt, Bertrand leur transmettait au BCRA. Très bien, merci. Merci beaucoup François. Donc nous avons 2 personnes qui ont levé la main. Tout d'abord monsieur Jean-Pierre Henry. Juste réactivez votre micro s'il vous plaît monsieur. Non, j'ai appuyé sur le bouton. Oui, j'entends. Non, c'est pas, j'ai rien à demander, c'est une erreur. J'ai appuyé par ignorance. Alors nous avons monsieur Dominique Ledors qui souhaite prendre la parole. Ouais, justement vous m'entendez tous? Ouais, moi je vous entends. Oui, alors sur les réseaux FFL et la France Libre, pour avoir étudié le sujet, c'est le réseau Saint-Jacques qui était aussi en lien avec le confrérie Notre-Dame. Ils avaient leur propre radio, entre autres le gendarme géant, hein, qui était capitaine transmetteur, qui était spécialisé. Donc ils avaient monté très rapidement sur Paris dans le réseau de renseignement de Jacques Duclos, Saint-Jacques, qui travaillait de pair effectivement avec confrérie Notre-Dame de Rémy, et je crois aussi il y avait des interactions avec l'autre grand réseau, Brutus, j'ai plus le nom du leader. Donc c'était la ligne radio et transmetteur des FFL.
Effectivement, je prends l'exemple du gendarme géant qui était un fin transmetteur militaire, qui est devenu capitaine après-guerre dans les transmissions et qui avait été effectivement arrêté lui aussi par les Français. Il est toujours resté d'une manière dans la clandestinité, mais il avait été arrêté par les services français. Donc c'est pour ça qu'effectivement il y avait des ambiguïtés. Les Allemands l'ont détecté que très tardivement, qu'il appartenait à Saint-Jacques. Et il a évité la déportation, mais effectivement il y avait on retrouve ces ambiguïtés effectivement entre les réseaux FFL, les SRTR aussi, travaux ruraux, qui font que tout le monde se croisait, mais tout le monde n'était pas forcément lié. Oui, très ambigu. Non, je vous dis, ces 5 polytechniciens, ils se connaissaient, ils ont un parcours, mais alors c'est copier-coller. Hein, leurs 5 parcours sont complètement identiques. C'est vraiment l'époque de l'ascenseur social. Ils sont tous pareils, ils se connaissaient parfaitement. Ils ont résisté ensemble. Et pourtant, lorsqu'il a fallu aller dans la clandestinité et faire des choix, ben, ils ont fait des choix différents et on ne sait pas pourquoi. Il y en a qui étaient dans les réseaux liés à la France Libre et d'autres, voilà, non, pas du tout. Alliance n'était pas du tout France Libre. Alors, une petite précision aussi là-dessus. Moi j'ai commencé mes recherches, ça fait quand même plus de 10 ans que je travaille là-dessus. J'ai commencé mes recherches par l'arme des transmissions. Je me suis dit, voilà, c'est des transmetteurs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les transmetteurs, comme résistance, etc. Et puis, je suis arrivé au stade où ils ont tous été arrêtés. Et alors, mon père, lui, il ne passe pas par Compiègne, il est envoyé directement en Allemagne et il est condamné à mort et fusillé. Ainsi que Paul Labatte, qui est même assassiné avant d'être jugé. Et puis les autres, comme Marianne Lesky, Berman, etc., ben, ils passent par Compiègne et ils sont déportés. Je me suis posé la question. Je me suis dit, mais ils ont fait la même. Enfin, la première résistance que j'avais étudiée, c'était la même pour les 5. Et ils le faisaient ensemble. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont fusillés et d'autres déportés? Déportés, ils rentrent de déportation comme Marianne Lesky ou ils y meurent comme André Meunier. Et ben, la solution, elle est très simple, c'est alliance. Si vous êtes dans Alliance et que vous êtes arrêté, vous êtes mort. Voilà, c'est tout simple. Mais alors, pourquoi est-ce que mon père a choisi Alliance? Je n'en sais rien. J'ai retrouvé des témoignages qui disent qui, dans Alliance, quelqu'un qui a été déporté et tué aussi, l'a fait rentrer dans Alliance. Bon, d'accord, c'est un officier d'aviation, mais qu'est-ce qu'il faisait avec un officier d'aviation? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'il a choisi Alliance? Je ne sais pas. Voilà. C'est la frustration de l'historien, on n'arrive jamais à tout savoir. Alors, je crois que Alexandre Brémaud a levé la main. Oui, merci M. Romand pour cette présentation. Je m'interrogeais sur les relations entre les autorités allemandes et la première équipe du temps de l'armée d'armistice, notamment de par la possible détection d'agents de l'Abwehr qui sont passés dans la zone libre et qui ont pu être détectés par les goniométries. Donc, est-ce que vous avez des éléments sur les relations entretenues avec cette équipe? Oui, ben alors, encore une fois, j'ai pas de documents, hein, on n'en trouve pas, enfin, je les ai pas trouvés. Je n'ai que des témoignages des survivants. Je l'ai cité, je crois. L'une des actions de résistance que menait mon père et ses opérateurs radio-résistants du GCR, c'était effectivement, ça a été témoigné par exemple par Paul Payol, hein, mais c'est le témoignage de Payol. C'était de détecter les agents allemands introduits dans la zone sud dite libre, tant qu'elle était soi-disant libre, et qui effectivement pourchassaient les radios résistants avec leurs gognos et camouflés. On disait que c'était Laval, hein, qui les avait laissé rentrer. Mais je n'ai que des témoignages. Je n'ai que des témoignages. Et alors les témoignages, c'est un peu embêtant pour un historien parce que il y en a un qui écrit quelque chose dans ses mémoires et les autres recopient. Donc il y a jamais, il n'y a pas d'éléments nouveaux qui permettent voilà, d'affirmer. C'est un peu embêtant. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions?
Eh ben, il me reste à vous remercier de votre attention. Ah, si, Ah, voilà, nous avons une question de Monsieur Monet. Je vous en prie. ah, il faut qu'il mette son micro, voilà. Je mets mon micro d'abord. Oui, d'ailleurs, je voulais d'abord vous remercier pour Merci. ce témoignage. C'est vraiment très très intéressant. En plus d'être délégué des descendants de la médaille de la résistance française, je suis aussi le président de la FMD et co-auteur du dictionnaire de Dora. Vous avez cité. Ah oui, ben, on a eu une conférence avec sur Résistance de Thierry et j'ai beaucoup participé au dictionnaire des 9000. C'est un ouvrage magnifique. Hein. Et donc, comme j'ai vu aussi que vous étiez à Compiègne, professeur à l'UTC, oui. J'ai aussi quelques petites infos qui ont, enfin, quelques petites questions qui ont un rapport ou pas avec la présentation. J'ai par exemple Jean Corroyer qui était de Clermont, qui a été fusillé et qui lui était aussi dans le service de renseignement. Il y a aussi Paul-Émile Caton qui lui est passé par Dora, qui lui était à Laura aussi, oui. Et je ne sais pas si vous qui est passé par Dora, il était à Laura, il se fait des A un petit peu partout, mais je ne sais pas si vous avez vous des infos sur ce Paul-Émile Caton. Alors non, des services spéciaux de la Défense nationale. Oui, le nom là a priori me dit rien, mais Monsieur Monet, je vous invite à m'envoyer un mail, hein, parce que depuis le temps que je fais mes recherches, j'ai eu comme ça des contacts de descendants ou pas, ou d'historiens qui recherchaient des informations comme vous. Et quelquefois, ça a été extrêmement positif, c'est-à-dire que j'étais passé à côté de quelque chose et j'ai refouillé après, on m'a fourni des documents et j'ai pu retrouver pas mal de gens comme ça. Par exemple, c'est grâce au dictionnaire des 9000 déportés de France à Dora que j'ai retrouvé, après 12 ans de recherche, un descendant de Marianne Lesky. Parce que Marianne Lesky n'a pas eu d'enfant. Les transmetteurs célèbrent Marianne Lesky tout le temps, toujours. Il n'y a jamais eu un seul membre de sa famille. Et ben, j'ai retrouvé un petit-neveu parce qu'il avait trouvé mon nom dans le dictionnaire de Dora et il m'a contacté. Et alors, formidable, il m'a donné des documents. Moi-même, je lui ai appris beaucoup de choses sur son grand-oncle. Voilà. Et j'en ai trouvé d'autres comme ça. Et je travaille aussi avec Madame Malsan, la fille de Jacques Malsan, qui était un opérateur de mon père et qui m'a appris plein de choses. Et donc, je suis très preneur de toutes les informations. J'ai retrouvé, je n'ai pas cité tout, il y a des anciens résistants du GCA et qui ont rejoint l'OSS américain. Il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu un ou deux. Pourquoi l'OSS? Il y en a d'autres qui ont rejoint le SOE Buckmaster, le réseau Gallia, enfin, ils se sont tous répartis, là, on a du mal à savoir pourquoi. Je pense qu'ils agissaient sous la pression des événements, ils prenaient ce qui se présentait, ce qui leur semblait utile pour la résistance, voilà. Moi, dans mes recherches, je fais aussi, parce que je suis aussi bénévole au mémorial de Royal-Lieu et au mémorial du wagon de la déportation de Margny. Oui. Donc, je fais des visites scolaires. J'ai fait une conférence, j'ai organisé une exposition de X Résistance là-bas. Très bien. Voilà. Et ben, je vous signale à tout hasard qu'avec Laurent Thierry, donc du dictionnaire des 9000 oui. de Dora, on fait tous les deux une conférence à Beauvais le 11 mai. Ah, ben alors, si je suis libre, j'y vais. Mais on a convenu avec Laurent Thierry pour X Résistance qu'on pourrait faire une exposition d'X Résistance à la Coupole. Oui, aussi, bien sûr. Oui. Bien sûr. C'est pour ça donc, écrivez-moi que l'on échange. J'aimerais bien qu'on puisse se rencontrer si vous êtes toujours sur le Compiègne. Non, je ne suis plus sur Compiègne, je suis à la retraite quand même depuis pas mal d'années. Ouais, non, je suis à Paris, là, je suis chez moi dans mon bureau à Paris. J'habite à Senlis, hein, donc on peut. Oui, d'accord. Eh bien, oui, d'accord. Alors, figurez-vous que pas plus tard que samedi dernier, j'ai été invité à faire une conférence à la Société historique de Compiègne. Ah, très bien. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai quand même gardé quelques liens. Bon, on va travailler un petit peu ensemble. Voilà. Vous m'envoyez un mail pour qu'on échange. D'accord, merci.
Merci. Dominique Ledors a levé la main. Oui, juste une indication sur Roman. Vous avez vu il n'y a pas très longtemps sur Arte, il y a quelques semaines, la source K était largement évoquée avec Keller là. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. En tout Alors, cas, ça doit être mon ami, le général de Goulange, qui préside l'association de la guerre électronique de l'armée de terre, qui a initié un documentaire très intéressant. Ça ouais, s'appelle c'était. Hitler sur table d'écoute. C'est peut-être, je me rappelle plus, mais effectivement, c'était C'est ça. la source K. Moi, j'ai Il découvert un petit il est peu. formidable. Ils ont reconstitué le matériel. Tout à fait, ouais. Voilà. Ouais, c'est passé sur Arte il y a quelques Oui, semaines. je le connais bien, je travaille avec lui, oui. Et alors, on a tous les deux été référents historiques d'un documentaire sur la télé espagnole. Parce que, alors, moi, je suis allé à Bletchley Park. Hein. Alors, à Bletchley Park, ils ont fini, mais alors, ils ont mis des années, hein, à reconnaître que quand même, ils devaient quelque chose aux Français et aux Polonais, parce que sans eux, ils n'auraient peut-être pas pu aller aussi vite. Bon. Mais alors, les Espagnols, pas un mot. Personne ne parle des Espagnols. Or, moi, je suis tombé là-dessus et je suis en relation avec un historien espagnol. Et du coup, ils m'ont sollicité parce qu'ils ont fait un documentaire à la TV espagnole qui s'appelle Equipo D, l'équipe D, qui est passé d'ailleurs plusieurs fois sur la télé française, sur la chaîne Toute l'Histoire. Et voilà, donc, eh ben, les Espagnols, c'est incroyable. Hein. C'est bien la Légion Condor. Et alors, Gustave Bertrand, il a été très malin. Il savait ça. Il a été récupérer les républicains espagnols au camp de Rivesaltes et les a emmenés dans d'abord son PC Bruno pendant la guerre, pendant les combats, et après le PC Cadix clandestin. Et ça, les Espagnols, très peu, personne n'en parle. Quoi. Les Polonais, ils ont fait un peu parler d'eux quand même, mais les Espagnols, eh ben, ils y étaient. Ils y étaient. D'ailleurs, que sont-ils devenus après la guerre? Alors ça s'est très mal passé. Par exemple, Paul Payolle a reproché à Gustave Bertrand d'avoir pas du tout bien géré le repli du PC Cadix. Il les a exfiltrés vers l'Espagne et vers l'Afrique du Nord par une mauvaise filière. Il y en a qui ont été arrêtés, il y en a qui ont été déportés en Allemagne. Il n'y en a que 2 ou 3 qui ont réussi à rejoindre l'Angleterre. Ils n'ont pas été du tout reconnus par les Anglais. Ça s'est très très mal passé. Et après-guerre? Et les Espagnols sont pas ben, après-guerre, ils ont tous disparu de la circulation. Ouais. Après, par exemple, il y a eu deux ou trois Polonais qui ont survécu, qui ont été en Angleterre, dont un dont j'ai retrouvé des courriers qu'il a échangés avec ma mère et avec la veuve du général Bertrand, Gustave Bertrand. Et le pauvre malheureux, il faisait de l'informatique dans un petit bureau. Il n'a jamais été célébré comme un héros de quoi que ce soit. Alors que c'est l'un des mathématiciens qui a été le premier à casser l'Enigma à Varsovie. Très bien. Voilà. Que d'autres. On a M. Monet qui souhaite prendre la parole. Je vous en prie. Il faut que vous activiez votre micro. Oui, c'est fait. Moi, je vais revenir justement sur cette découverte de la machine Enigma parce que il y a pas mal d'informations qui commencent à circuler en ce moment. Donc, un coup, c'est le bureau Intel en Angleterre, un coup, c'est un autre bureau en Angleterre, un coup, c'est les Polonais, un coup, c'est les Français, un coup, c'est. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a une telle omerta sur vraiment les découvreurs de ces mathématiciens, en fait? Ce sont tous des mathématiciens de très grande valeur, Ouais. en particulier au niveau du service britannique. Alors, il y en a un dont on parle beaucoup, puis l'autre beaucoup moins, mais c'est celui qui est à l'origine des services américains. Oui, je vois qui vous voulez dire. Je n'ai pas son nom en tête, mais je vois, oui. Oui, voilà. Il est dans le film, d'ailleurs, je crois. Oui, et justement, est-ce que au niveau des services des différents pays, est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'omerta pour éviter de donner les infos pour savoir si c'est plus l'un que l'autre, alors qu'en fait, ils ont tous travaillé pour la bonne cause, ils ont tous Oui. bien travaillé. Mais est-ce qu'il n'y a pas encore aujourd'hui le fait de dire c'est moi le premier, c'est pas l'autre, etc.
C'est possible, c'est possible. Moi, j'ai quand même du mal à comprendre que les Anglais aient le secret défense 70 ans après. Alors, je travaille avec des transmetteurs d'aujourd'hui, hein, sur l'histoire des transmissions, et je les ai évidemment interrogés. Alors, eux, ils nous disent non, mais on ne doit pas dévoiler comment on a décrypté, même s'il y a 70 ans, parce que ça va donner des repères sur ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, je vous donne un exemple, c'est Gustave Bertrand. Ce qu'on appelle les papiers Bertrand. Il y en a, je ne sais pas combien de dizaines de mètres de linéaire, il y a 60 cartons, ont été déclassifiés il y a seulement 2 ans ou 3 ans. Et moi, j'ai pu les étudier, donc ils sont maintenant au service historique de la défense, on peut les consulter. Mais vous vous rendez compte, Bertrand, il est mort en 94, je crois. Il a écrit tous ses mémoires, il a tout, il a les annexes, il a tout. Ça a été déclassifié par un comité de déclassification, où il y avait mon directeur de thèse d'ailleurs là-dedans, et donc envoyé au service historique de la défense. J'ai eu un mal fou à faire ouvrir ces dossiers au service historique de la défense. Il ne les trouvait pas, il ne savait pas ce que c'était. J'aurais dit, mais attendez, voilà, j'ai un papier, ça a été déclassifié, etc. Bon, ils ont fini par me le trouver. Bertrand, il écrit tout, de A à Z, de tout ce qu'il a fait, PC Bruno, PC Cadix, tout, et il renvoie à des annexes documentées. C'est-à-dire, normalement, dans ces annexes, on trouve les contenus des messages qui ont été décryptés. Alors, peut-être pas à qui on les a envoyés et qu'est-ce qu'on en a fait, mais en tout cas, le contenu des messages qui aurait déjà été une indication. Toutes les annexes ont disparu des dossiers qui ont été déclassifiés. Je suis remonté jusqu'au responsable des archives du service historique de la défense, j'ai mobilisé tous mes généraux transmetteurs, rien à faire. Rien à faire. Ah ben on ne sait pas, ah ben qui c'est qui les a enlevés, ah ben on les a donnés comme ça, voilà. Donc, encore au jour d'aujourd'hui, les militaires vous disent, bon alors ceci dit, quand vous voyez les événements d'aujourd'hui, on se rend compte que voilà, le renseignement, les drones, les repérages, Alors, dans tous les témoignages que j'ai lus, les services de renseignement des alliés, de ceux qui sont alliés quand même, communiquent beaucoup. Et en tout cas, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant les combats de 39 à 40, il y avait un Anglais qui était en permanence avec Bertrand. Et il transmettait tout à Londres, tout était bien coordonné. Et après ça, je ne sais pas, vraiment, moi je ne suis pas militaire, je ne suis pas dans le renseignement, donc je ne sais pas. J'ai essayé parce que le GCR, finalement, maintenant, il appartient à la DGSE. Alors, il n'existe plus comme entité, il a existé longtemps comme entité, mais après, il a été dissous. Mais les écoutes radio, elles sont toujours là, hein. Je sais qu'il y a des grandes oreilles à Dôme, il y en a, voilà. Donc, j'ai essayé. J'ai dit, mais écoutez, quand même, ça devrait vous intéresser. L'ancêtre de vos grandes oreilles, c'est le GCR de mon père. J'aimerais bien en savoir plus. Qu'est-ce que c'est devenu? Et puis, ça peut vous intéresser. Alors, j'ai eu un jour un responsable de la communication de la DGSE qui m'a téléphoné. Ah, monsieur Romont, ce que vous faites, c'est très intéressant. Je vais vous recontacter. Ça fait 3 ans, 4 ans, aucune nouvelle. Rien. J'ai relancé les gens que je connaissais là-bas. Rien à faire. Rien à faire. Silence radio, c'est le cas de le dire. Je ne sais pas quoi faire. On ne peut faire que des hypothèses. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres questions? Non, je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. Donc, il me reste juste deux, trois petits mots à dire. Donc, tout d'abord, un grand merci à François Romont de nous avoir merci à vous. Découvrir ce pan peu connu de la résistance. Je vous rappelle, pour ceux qui veulent en savoir plus, son ouvrage qui s'appelle « Les écoutes radio dans la résistance française », paru en 2016 aux éditions du Nouveau Monde. Vous avez également la lettre de la Fondation de la Résistance, le numéro 94 de septembre 2018, qui aborde assez longuement ce sujet, notamment avec un article très complet de François. Et puis, pour poursuivre vos découvertes et
sur la résistance. Continuez à suivre et n'hésitez pas à vous abonner aux différentes pages Facebook de nos associations. Donc la page Facebook de l'association des médaillés des descendants de médaillés de la résistance française, la page Facebook de l'association des amis de la Fondation de la Résistance. Il y a aussi le site de X Résistance, ainsi que le site internet memoresiste.org des amis de la Fondation de la Résistance. Et puis pour ceux qui souhaitent réécouter, revoir cette présentation à tête reposée ou pour la diffuser à vos connaissances, donc on va la poster sur la chaîne YouTube de l'Association nationale des descendants des médaillés de la Résistance. Voilà, et bien écoutez, merci à tous de votre participation et à très bientôt pour d'autres activités dans nos différentes associations. Merci à Maurice, tu nous enverras un lien pour accéder au YouTube de l'enregistrement. Oui, volontiers, j'enverrai à tous par mail le lien, comme ça vous pourrez tranquillement revoir la présentation et diffuser l'information à ceux qui pourraient être intéressés dans votre entourage. Merci beaucoup de votre attention. C'était parfait techniquement, là, ça a bien marché. C'était parfait, François. Ouais, ça marche. Techniquement et sur le fond, tout était parfait. Un grand merci encore du temps que tu as bien voulu nous consacrer. À bientôt, Monsieur Monet, je compte sur vous. Hein. À bientôt. Merci. Au revoir à tous. Alors, on coupe là, sur le bouton rouge, là. Oui, à bientôt, au revoir. Au revoir. Ah, il y a le vrai Goudon. Au revoir. Ah, c'est impeccable.